Alors, permettez-moi de vous présenter Mme Marie-Michel Poisson, professeure de philosophie. Elle est fondatrice du mouvement d'envergure provinciale Refusons les compteurs et a aussi fondé le premier des 65 organismes Ville refuse, en l'occurrence Villeray refuse. Il est à noter que la ville de Villeray a fait partie du projet pilote d'Hydro-Québec pour l'installation des compteurs intelligents. Depuis le début de ce projet, l'implication et la participation et la participation entièrement bénévole de Mme Poisson pour défendre les consommateurs face à Hydro-Québec est inestimable. À elle seule, Mme Poisson représente une mine d'informations sur les tenants et aboutissants de ce dossier. Elle maîtrise parfaitement la connaissance des rouages, des interrelations, des intérêts, des organismes impliqués et des stratagèmes utilisés par nos décideurs pour nous imposer l'implantation inacceptable des compteurs intelligents. Mme Poisson nous entretiendra en particulier des sujets suivants. Quelle est la situation réelle du taux de refus des compteurs intelligents par l'ensemble des citoyens? Les rapports trimestriels trompeurs d'Hydro-Québec à la Régie de l'énergie, comment démêler le vrai du faux, les stratégies de l'industrie pour contrôler les organismes de réglementation, et enfin, la reddition des comptes d'Hydro-Québec pour l'atteinte des objectifs et constats d'échec. Alors, sans plus tarder, accueillons ensemble Mme Marie-Michel Poisson. Oui, bonsoir. Bon, alors où est-ce qu'on en est dans ce projet-là? Bien, je peux vous dire que la démission du directeur du déploiement, M. Georges Jabiad, devrait être un bon indice que la mobilisation citoyenne fonctionne. Tout du moins, nous, on l'interprète comme ça. Je vais vous raconter ma version un peu de l'histoire depuis le moment où je me suis impliquée. Moi, c'est en novembre 2011 où j'ai reçu une lettre, comme vous allez en recevoir une peut-être bientôt, ou peut-être c'est déjà fait, où on m'annonçait que j'avais la chance de participer au projet pilote de déploiement des compteurs dits intelligents. J'avais un peu entendu parler du phénomène, justement, d'émission d'ondes de ces compteurs-là, donc je me suis permis de passer quelques soirées sur Internet. Il n'y avait pas beaucoup d'informations disponibles en français à l'époque, mais aux États-Unis, eux, ils étaient vraiment aux prises déjà avec ces compteurs-là. Et très rapidement, je me suis aperçue qu'il y avait des problèmes sanitaires, des problèmes sécuritaires, comme on vient de vous l'expliquer, et des problèmes de surfacturation dont on a très peu parlé ce soir, mais dont vous avez entendu parler dans les médias. Hein, des gens qui voient du jour au lendemain leur facture augmenter du double, et voilà. Alors, je me suis dit tout simplement, un peu naïvement, ben j'en veux pas, je refuse. Alors, quand ils m'ont appelé pour prendre rendez-vous chez moi, j'ai dit non, j'en veux pas. C'est pas possible, madame. Ils m'ont mis devant un ultimatum, vous devez accepter, vous n'avez pas le choix. À l'époque, on n'avait pas le droit à l'option de retrait. L'option de retrait a été accordée après le mois de novembre, en octobre 2012, donc beaucoup plus tard. Mais à l'époque du projet pilote, donc, on n'y avait pas droit. On m'a dit, pas le droit de refuser, c'est pas grave, je refuse quand même. Alors, je dis, si je refuse toute seule, ça ne me donnera rien. Regardez un peu à quoi ça ressemble les compteurs dans la vraie vie. À Montréal, mais partout au Québec, on a soit des gros blocs appartements où on a plusieurs compteurs regroupés. On a des compteurs, quand on habite le rez-de-chaussée d'un cinqplex comme ici, les compteurs sont regroupés dans une seule pièce. Ici, c'est chez une esthéticienne dans mon quartier Villeray. Sinon, les compteurs, on les a à l'extérieur, un peu partout, mais on peut les avoir aussi au niveau du patio extérieur. Encore là, tu avais pique-nique avec les compteurs, etc. Donc, moi, si je refuse, dans mon cas, j'habite un triplex, donc si je refuse, je ne peux plus avancer, je vais avoir tous les compteurs des autres autour de moi. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, si on fait un mouvement, c'est pas « je refuse », c'est « Villeray refuse », vu qu'on était à l'époque du projet pilote. Donc, ça prend une communauté qui refuse, parce que c'est tout le réseau maillé qui est une menace à notre santé et à notre sécurité. Voilà. On a bien fait ça dans Villeray, on s'est mobilisé sur 18 600 quelques compteurs qui devaient être installés. Ils ont réussi à en installer 12 000, mais après ça, ils n'étaient plus capables. Les gens annulaient leur rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'on a fait la une du Progrès à Villeray à l'époque.
Et à partir du moment où, au mois de janvier, on a fait la une du Progrès-Villeray, les gens ont été avertis et ont annulé des rendez-vous. Et même s'il y avait des rendez-vous de pris, ils fermaient la porte quand l'installateur arrivait chez eux. Ce qu'il faut dire, c'est que le projet pilote de Villeray, on avait un avantage de notre côté, c'est que 80% des compteurs sont à l'intérieur des domiciles. Donc, il suffisait que les gens n'ouvrent pas la porte. Hydro-Québec ne peut pas forcer l'entrée dans un domicile. Donc, ça, c'est bon à savoir parce que jusqu'à maintenant, les gens qui ont résisté dans les quartiers centraux de Montréal, qui sont dans la même situation, n'ont toujours pas eu le compteur installé. Souvent, ça vaut la peine de résister parce que des compteurs, il y en a qui en ont plusieurs. Je ne sais pas tantôt, est-ce que je vous ai montré? Mais comme par exemple ici, il y en a qui en ont 6, 7, 8, 10 dans une chambre à coucher ou dans un salon. Voilà. Alors, là, ils ont donné l'option de retrait. Attendez un petit peu. Là, il y avait 6500 compteurs qui n'étaient toujours pas installés. Hydro-Québec, du jour au lendemain, ils ont dit, le 23 janvier, soit à peine 10 jours après qu'on a fait la une du Progrès-Villeray, ils ont dit « Ah, tout est beau, le projet est terminé. » Attendez un petit peu, là. Ils ont mis un terme prématurément au projet pilote de Villeray. Ils avaient installé les 2 tiers de compteurs, mais il en restait encore le tiers à installer. Ils ont arrêté ça tout de suite. Ils ne voulaient pas faire de vagues. Ils ont fait une conférence de presse. La seule que le directeur du déploiement a fait, c'est M. Abiad. La seule conférence de presse, c'était pour dire le projet pilote, les 3 projets pilotes, en fait, parce qu'il y avait aussi dans le canton de Potton, dans les cantons de l'Est, et aussi à Boucherville, où il n'y avait pas eu d'opposition, parce que les compteurs étaient tous à l'extérieur des domiciles, donc ils n'ont pas eu de problème à les installer. Ils ont dit, tout est beau avec les projets pilotes, on s'en va à la régie, on va se faire autoriser la phase 1. La phase 1, c'est la grande région de Montréal, le territoire de la CMM, l'île de Montréal, l'île de Laval et la couronne nord, la couronne sud. OK? Ils sont arrivés à la régie, on dit oui, les projets pilotes ont très bien été. D'ailleurs, dans Villeray, on a réussi à installer 100% des compteurs qu'on a finalement décidé d'installer. 100% des 12 000. C'est comme ça, je caricature à peine. Donc, 100% de ceux qui ont finalement décidé d'installer. Et c'est sur la foi de ce rapport, ma foi, bâclé, qu'ils ont obtenu l'autorisation d'aller de l'avant avec la phase 1, donc la grande région de Montréal. Là, il a fallu qu'on se mobilise. Moi, dans Villeray, on avait parti le premier groupe Villeray, mais ça n'a pas été long que partout où le déploiement était annoncé, des groupes de refuge se sont créés. Ça a commencé par la Chine, l'ouest de l'île de Montréal, Laval refuse, et ainsi de suite. Donc, on s'est mobilisé. Et le premier mouvement qu'on a mis en place, ça a été de... OK. L'option de retrait, bon, je vais vous en parler déjà tout de suite parce qu'on avait des photos. L'option de retrait, dès le départ du déploiement de la phase 1, ils nous ont dit, c'est pas grave, ceux qui n'en veulent pas des compteurs, ils n'auront qu'à faire l'option de retrait. Malheureusement, l'option de retrait, c'est le seul client qui peut la demander pour son compteur à lui. On a vu qu'elle est impraticable, l'option de retrait, quand il y a des compteurs groupés ou, de toute façon, on est toujours exposé aux compteurs de nos voisins, donc on n'est pas plus avancé. Et il y a plusieurs compteurs qui se retrouvent dans des milieux de travail où, si vous n'êtes pas le titulaire du compte, vous ne pourrez jamais demander qu'on retire les compteurs. Fait qu'on a de tout temps dénoncé cette situation-là. Et on a fait une première campagne de mobilisation qui était une campagne de mise en demeure pour retirer l'ensemble des compteurs installés, par exemple. Il y avait des clients qui avaient 5 à 6 compteurs dans leur maison. L'option de retrait ne marchait pas. On a dit mise en demeure. Donc, Hydro-Québec ont reçu des centaines de mises en demeure par voie de courrier recommandé. Par la suite, on a aussi dit, bien là, si vous ne voulez pas l'option de retrait parce qu'elle est inapplicable, puis que vous ne voulez pas plus le compteur communicant parce qu'il va vous exposer à toutes sortes de risques, vous voulez ni un ni de l'autre, alors à ce moment-là, vous voulez garder votre ancien compteur. Ce n'est pas une option offerte par Hydro-Québec. La seule façon de pouvoir avoir ce vrai choix, c'est-à-dire ni l'un, ni le compteur d'option de retrait qui finalement règle aucun problème, ni le communicant, à ce moment-là, c'est de garder l'ancien compteur. Ce n'est pas une option. Donc, on a envoyé des avis de refus par courrier recommandé parce qu'on voulait documenter le refus. Hydro-Québec n'a jamais considéré que ces refus-là étaient valables. Ils ne les ont jamais comptabilisés dans leur rapport de suivi. Donc, Hydro-Québec est tenu de faire, depuis qu'ils ont commencé le déploiement de la phase 1, ils sont tenus de faire des rapports de suivi trimestriels. Ils vont vous mentionner le nombre de personnes qui ont obtenu l'option de retrait, mais ils ne vont jamais vous mentionner le nombre de personnes qui ont fait des mises en demeure de retirer des paquets de compteurs qui avaient été installés chez eux,
ni non plus le nombre de personnes qui ont envoyé des courriers recommandés pour demander, pour refuser totalement les compteurs. Voilà, donc je vais aller un peu vite. On a fait des manifestations à Montréal. Vous reconnaissez ici un ancien député du Parti québécois, Scott McKay, qui était tout à fait avec nous autres à l'époque, en 2012. Entre-temps, le PQ est allé au pouvoir, ils ont complètement cessé de nous appuyer. À l'époque aussi, on avait déposé en 2012 une pétition de plus de 17 000 noms à l'Assemblée nationale. C'est M. Blouin, le bureau Blouin, qui l'avait déposé au nom des citoyens de la région de Montréal. Pierre Paradis avait pris position pour que, au moins, les frais de retrait soient retirés, pour que ce soit un vrai libre choix. C'est-à-dire que les gens qui ont des contraintes économiques puissent se prévaloir de l'option de retrait plus facilement. Ça a été sans suite, ça aussi. Il y a eu une seule séance d'information où, là, vous voyez M. Abiad, qui est le directeur des missionnaires. Il a rencontré une assemblée semblable à celle-ci. En fait, on était plus de 200 personnes, à l'invitation du maire de la Chine, M. Dauphin. Et c'est la seule fois qu'Hydro-Québec a daigné rencontrer la population. Je ne vous dis pas, c'était une soirée assez houleuse. Ça n'a pas été couvert par les médias. Sinon, le reste de la province en aura entendu parler. Donc, vraiment, il s'est passé beaucoup de choses à Montréal, mais très étrange, les médias étaient à peu près jamais au rendez-vous. À part, je vous dirais, peut-être TVA, qui en a parlé de façon assez constante. Mais dans ce cas-là, M. Abiad s'est fait tirer l'oreille par le maire Dauphin et il est venu rencontrer la population. On l'a enregistré intégralement, c'est sur Internet, mais ça ne s'est jamais reproduit. Quand Hydro-Québec rencontre la population pour soi-disant l'informer, ou plutôt faire j'allais dire relations publiques, mais propagande, ça peut faire aussi. Ils s'y prennent de façon très astucieuse. Je pense qu'ils ont eu une très mauvaise leçon, ou une très bonne leçon au moment de faire la tournée des régions concernant le gaz de schiste. Je pense que les populations les attendaient avec une brique et un fanal. Et ils n'ont pas voulu répéter l'expérience parce que ça a envoyé M. Caillé en burn-out, je crois. Hein? Ça se souvient bien. En tout cas, alors les films de relations publiques leur ont plutôt conseillé de faire des rencontres de type, nous on appelle ça salon de l'habitation, où Hydro-Québec arrive avec ses kiosques d'information. Alors beaucoup de dépliants, beaucoup de panneaux, des petits comptoirs et tout, puis on rencontre les clients un par un pour répondre à leurs questions. Ce qu'on veut surtout éviter, c'est des assemblées plénières où des gens plus informés, plus aguerris peuvent poser des questions auxquelles ils seront obligés de répondre devant tout le monde. On aura compris qu'ils essaient comme ça donc de nous enjôler, de nous séduire un par un. Alors, c'est ce qu'on a vu faire. Et sinon, ils rencontrent systématiquement les élus à huis clos. C'est très fâchant parce que dans plusieurs régions, plusieurs villes autour de Montréal, les citoyens avaient réussi à avoir l'écoute de leurs échevins, de leurs élus municipaux et de leurs élus provinciaux. Mais si jamais les élus semblaient prendre trop fait et cause dans le sens des citoyens, Hydro en était assez vite informé et sollicitait une rencontre à huis clos avec les élus. Et là, c'est particulièrement choquant. Les citoyens ne pouvaient même pas y assister à titre d'observateur. Donc, s'il y a quelque chose qui se présente dans la région ici, je vous conseille fortement d'assister pour qu'au moins des citoyens soient présents lors de ces rencontres, parce qu'on aimerait bien savoir ce qui se dit, parce qu'au sortir de ces rencontres-là, souvent les élus qui étaient favorables et qui avaient une bonne écoute envers les citoyens changeaient radicalement d'opinion. On aimerait bien que des personnes commencent à parler à ce sujet-là, mais c'est le genre de choses qu'on entend, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de choses qui se discutent, des vieux dossiers en litige qui se règlent assez vite, ou encore des promesses d'avancement qui se font dans la haute fonction publique. Je ne sais pas trop ce qui se dit, mais semble-t-il que... Bon. On sait qu'Hydro-Québec, il faut commencer à être attentif à ça. Hydro-Québec, moi, je n'y portais pas attention du tout par le passé, mais ont des fondations dans à peu près tous les domaines, subventionnent des festivals, subventionnent des événements sportifs, des événements culturels, subventionnent, bon, ici et là, se comportent comme une fondation, donc ils ont la carotte de leur côté, et ils peuvent avoir le bâton aussi quand il s'agit de ne pas, et là c'est parfois des élus municipaux qui nous en parlaient, ne pas donner suite à certains dossiers. Ils peuvent aussi dire qu'au niveau municipal, il y a beaucoup de choses à régler, puis que peut-être qu'ils collaborent moins. Donc, on laisse ça au conditionnel, mais ça leur donne quand même une bonne longueur de bras pour intervenir dans les milieux si on s'en est aperçu. Malgré tout ça, il y a quand même, et là, mes chiffres ne sont pas bons, 122 municipalités qui ont adopté une résolution à l'effet d'appuyer un moratoire,
mais tout comme les avis de non-consentement parvenus par courrier recommandé, on en a des milliers de copies conformes, nous autres, dans nos dossiers, on archive tout ça. Les 122 résolutions de municipalité sont demeurées sans suite, malheureusement. On a fait des manifestations. Il y a eu une motion unanime qui a été votée le 22 mai 2013 afin que les frais d'option de retrait soient abolis. Unanime, ça veut dire que tous les partis l'ont appuyé, demeuré sans suite. Les rapports de suivi, j'avais commencé à vous en parler. Bien, juste pour vous donner une petite idée, on a pris la peine de faire des demandes d'accès à l'information et on va comparer les chiffres pour le plaisir. Dans le rapport de suivi, les plaintes pour refus, vous les voyez en 4e ligne. Au total, il y en avait 15 en date du 30 juin. Bien, Hydro-Québec m'avait fourni les chiffres. Moi, je leur avais demandé combien avez-vous reçu d'avis de non-consentement ou de refus par courrier recommandé adressé directement au directeur du déploiement. Ils en avaient 1692 en date. Bon. J'ai continué de faire des demandes d'accès à l'information. Ils ont cessé de me donner les chiffres concernant le nombre d'avis de non-consentement. Mais je peux vous dire que des copies conformes, on n'arrête pas d'en recevoir. On n'arrête pas d'en recevoir. Donc, c'est pour vous dire qu'Hydro-Québec a quand même le culot d'aller donner des chiffres qui sont quand même... faites-moi le calcul, 100 fois moins important que la réalité. Donc, c'est ça qu'ils rapportent. Donc, plainte pour refus, 15, alors qu'ils en ont reçu au moins 1692. Ils ne mentionnent jamais les mises en demeure, ils ne mentionnent que les demandes d'option de retrait. Donc, conférence de presse, manifestations dans la région de Longueuil, d'autres manifestations, toujours sans effet. Cet exemple-là, c'est pour vous dire qu'il y a même des syndics de condos et des coops d'habitation qui ont pris des résolutions lors d'assemblées générales spéciales pour refuser l'installation des compteurs. Ils sont même allés jusqu'à changer la serrure de la chambre de compteurs qu'on a vue tantôt, pour pas qu'ils viennent. Oui. Et puis, voilà. Donc là, on attend, parce que ça aussi, il y en a qui ont réussi à garder leurs compteurs. Il y en a énormément qui ont réussi à garder les compteurs à roulette. OK? Et tout s'est demeuré sans suite aussi. Les élus ne se sont jamais prononcés. Ces lettres-là sont parvenues aux élus partout, dans toute la région de Montréal au moins, et c'est toujours demeuré sans suite, aucune intervention. Mais on les paye pourquoi, ces élus-là, nous autres? Bon, il y a Martine Ouellette, à titre de ministre de l'Énergie et Ressources naturelles, qui a fait un décret de préoccupation. Ça, c'est pas pire. Elle a repris tout ce que je vous ai donné, la pétition, les lettres de refus, et ainsi de suite, les résolutions municipales. Elle a mis ça dans un décret de préoccupation. C'est une lettre, un genre de formalité qu'elle a envoyée à la régie. Elle a dit, voulez-vous bien vous en occuper? Trouver une solution pour que ça ne pénalise pas les gens lorsqu'ils demandent l'option de retrait. Ils ont baissé l'option de retrait, qui sont passés, les frais d'installation, de 137 $ à 85 $. Et les frais de lecture de 17 $ par mois à 5 $ par mois. Mais il reste toujours des frais prohibitifs dans ce dossier-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on peut continuer d'envoyer des lettres de refus par courrier recommandé, puis surtout d'en envoyer des copies conformes à nos élus, provinciaux surtout, toujours se manifester, mais ça ne donnera rien. Hydro-Québec va malgré tout faire à sa tête et installer quand même le compteur chez vous. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bien évidemment, bien, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Ça aussi, les compteurs barricadés, Hydro-Québec n'en parle jamais dans ses rapports de suivi trimestriel. Il faut quand même le faire. Il y a des villages où c'est des rues complètes où les gens ont barricadé leurs compteurs, au point où le pauvre jeune homme, l'installateur, arrivait et disait « Vous êtes une gang de malades ici. » Bon, en tout cas, on a eu toutes sortes d'incidents qui ont été rapportés. Oui, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand quelqu'un met des anneaux après un compteur? Bon, voilà. Alors, on a posé la question lors de la fameuse rencontre à la Chine où ce que M. Abiad était là. Il y a un citoyen qui a posé exactement la même question que vous. Il a dit, moi, OK, si j'en veux pas du compteur, bon, puis que je veux pas payer les frais supplémentaires. Lui, sa question, c'est sur les frais supplémentaires. Puis si je ne paye pas, je suis pas un voleur, je vais payer ma facture d'électricité, mais je ne payerai pas les frais supplémentaires. Frais d'installation, on les paye déjà dans nos redevances, Mme Breton vous l'a dit. Et les frais de lecture, on n'a jamais payé ça, pourquoi qu'on se mettrait à les payer? Ils ont dit, oh, la soirée est finie.
on ne répondra pas à ça. Bon, on n'a pas eu plus de réponses que cette fois-là, puis on était en 2012. Okay? On n'a toujours pas de réponse d'Hydro-Québec et on n'a toujours pas d'incident rapporté où il y aurait défait une barricade comme ça si elle est bien faite. Celle de M. Roberge, elle est exemplaire. Je vais vous dire pourquoi. Hydro-Québec dit qu'on ne doit pas endommager les équipements d'Hydro-Québec. L'équipement d'Hydro-Québec, c'est le compteur, parce qu'en fait, l'embase et toute l'installation électrique, ça appartient au propriétaire. Donc, on n'endommage pas le compteur. Évidemment, la boîte ne touche jamais le compteur, la barricade ne touche jamais le compteur. On n'empêche pas l'accès. Voyez-vous, il y a un petit cadenas. Si quelqu'un veut venir pour le changer puis le faire proprement sans que ça soit dangereux pour l'incendie, comme monsieur disait, on ouvrira la porte, au moins on aura on offre l'accessibilité, au moins on va être là, puis on va les voir travailler. On peut dire qu'on est de bonne foi. Et est-ce qu'on entrave donc la lecture? Non. Est-ce qu'on endommage? Non. Est-ce qu'on empêche l'accès? Non plus. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a été sanctionné pour ça. Et la beauté de la chose, c'est qu'il n'y a personne qui a eu de frais de lecture pour avoir gardé son ancien compteur à roulettes. Alors que le voisin qui a eu l'option de retrait à côté, lui, depuis qu'il a eu le compteur non communicant, celui qui n'aimait pas d'onde, lui, il paye 5 $ par mois, en plus d'avoir payé les frais d'installation. Donc, moi, je peux vous dire, j'ai 3 compteurs à la façade de mon domicile, j'ai un triplex. J'ai pris l'initiative de barricader les compteurs de mes locataires en haut, et puis avec une belle installation dans ce genre-là. Et puis, je n'ai pas été incommodée, ça fait depuis 2012. Puis, je n'ai pas eu de frais en plus, et ma fameuse facture de l'hiver passé, j'ai payé pour un 3000 pieds carrés à chauffer à l'électricité seulement 230 $ en tout et tout. Donc, les fameuses augmentations de factures, doublement de factures à cause de l'hiver rigoureux de l'année passée, là, je pense que ce n'est pas une bonne explication. Il y a plusieurs personnes qui s'en doutent. Dans mon cas, à moi, j'ai les anciens compteurs à roulettes, et puis ça m'a donné 230 $ de plus pour toute l'année passée. Donc voilà, donc différents types d'installations. Chez nous, c'est exactement ce système-là que j'ai. Ça, c'est donc une décision qui appartient à chaque client. Bien sûr qu'on ne sait pas quelles seront les conséquences éventuellement. Est-ce que Hydro-Québec décidera de sévir? Est-ce que Hydro-Québec va couper un jour l'électricité? Je ne sais pas s'ils ont le droit de faire ça, parce qu'on n'a quand même pas refusé de payer la facture, de payer notre dû. Et quand on a une historique de plusieurs dizaines d'années de bons payeurs, je ne vois pas comment ils pourraient justifier une coupure d'électricité pour non-paiement. Parce que c'est la seule raison pour laquelle ils peuvent le faire. Donc, on attend. On est tous dans l'expectative. C'est bien dommage d'en être rendu là, mais c'est faute d'écoute de nos élus, faute d'intervention politique conséquente, qu'on en est réduit à prendre des dispositions, parce que quand même, on l'a vu, l'enjeu est là, la santé, la sécurité, les incendies, c'est quand même une réalité, et une surfacturation qu'Hydro-Québec s'entête à ne pas vouloir nous expliquer. Voilà. Voilà où on en est. Donc, si jamais vous avez des questions, bien, je pense que je serai ouverte à répondre à vos questions par la suite. Je pense qu'il faut conclure autrement. Mon temps est épuisé. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Mme Poisson.